Bonjour. L'intitulé de ce module est Ressources numériques, conception et réalisation. Commençons d'abord par un premier point du livre au web, du support de cours au contenu pédagogique. Sur le plan technique, un contenu de formation était autrefois très matérialisé, de la gravure sur pierre jusqu'au livre toujours d'actualité aujourd'hui. L'informatique a provoqué un changement radical dans le monde éditorial en utilisant à la place d'un support matériel des fichiers numériques qui sont leur transposition électronique. L'utilisation d'une ressource ainsi numérisée nécessite un trio indissociable. Tout d'abord, le contenu enregistré dans un fichier. Ensuite, le format dans lequel est transposé ou codé le contenu dans le fichier. Et enfin, le logiciel qui permet de lire le fichier. Aujourd'hui, la tendance va vers une dématérialisation totalement complète par séparation du contenu et de son mode de visualisation, format, logiciel, matériel. Ainsi, un contenu décrit dans un fichier XML, par exemple, qui n'est autre qu'un fichier texte, peut être, après transformation appropriée, utilisé sur un ordinateur, un organisateur, un smartphone, une tablette graphique ou tout simplement, il s'agit de textes et d'images fixes imprimées sur du papier. Le web, version dynamique et interactive de l'Internet, est devenu le lieu où l'on trouve des ressources, ou du moins où l'on peut trouver des ressources. À tel point que les organismes de normalisation supposent que le web est la meilleure opportunité et le meilleur support pour formuler des standards, web-based assumptions comme on dit, concernant l'indexation et la structure des documents. De nouveaux formats de contenu ont émergé et vont prendre de l'ampleur. Le live, par exemple, est en train de gagner du terrain sur les réseaux sociaux notamment. Les stories sur Instagram, Facebook Live ou Live Tweet, par exemple, jouent l'instantanéité et une forme d'authenticité également très attendue. Les contenus interactifs se développent également, par exemple les quiz, les outils d'auto-évaluation, les mini-MOOC. L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée. Un bon exemple sont les chatbots qui jalonnent le parcours client sur un site web. Il faut bien remarquer que l'évolution de format est guidée par les pratiques des utilisateurs. Par exemple, les formats vidéo répondent au raz-de-marée des visionnages sur smartphone. On a vu ainsi se développer les vidéos verticales et les légendes intégrées pour une lecture plus facile. Sur le plan pédagogique, une ressource numérique est un ensemble de documents numériques destinés au confort de l'utilisateur. Exemple, un cours oral enregistré sur vidéo pour les copier téléchargeables, etc. Également destiné à l'enseignement, du cours en ligne scénarisé, médiatisé. Et enfin, destiné à l'apprentissage, interactivité et animation explicative, activités pratiques proposées, études de cas, exercices QCM, simulateurs, serious games et j'en passe. Les contenus numériques de formation visent à informer et à outiller l'apprenant afin qu'il exploite l'information. Alors, certains contenus soutiennent sa communication, ses échanges, ses activités de coopération afin de favoriser le développement de sa pensée créatrice. D'autres également peuvent l'aider à prendre des décisions, à résoudre des problèmes, afin qu'il se donne des méthodes de travail efficaces en exploitant l'éthique. Les ressources numériques constituent un ingrédient important des dispositifs actuels. Le tutorat, bien sûr, étant l'autre ingrédient d'importance. On conclut donc que les ressources d'apprentissage couramment appelées activités sont nécessaires pour passer de la théorie à la pratique. En somme, en effet, on peut noter aujourd'hui le besoin de ressources pour l'acquisition de savoir-faire nécessaires au développement des compétences de métier, par exemple. L'évolution des ressources numériques pédagogiques et leur usage. Au fil de l'évolution des technologies, de nouveaux types de ressources numériques destinées à l'apprentissage ont été mis au point. Les environnements d'apprentissage assistés par ordinateur, les outils de e-learning traditionnels, les quiz, les animations multimédia, etc., les plateformes, notamment les LMS qui intègrent des services de travail collaboratifs comme le chat, le wiki, le forum, les simulateurs, les serious games en sont quelques exemples.
La diversité de l'offre documentaire proposée par les bibliothèques illustre également cette évolution. Par exemple, les catalogues numériques en ligne, les livres papier ou numériques, ou également les revues en ligne. Au fil de ces évolutions, les moyens de diffusion de ces ressources ont eux aussi largement évolué. Les établissements d'enseignement sont mis en place dès les années 2000, ça fait déjà très longtemps, des outils d'aide à la conception de ressources pédagogiques et à leur diffusion à travers notamment ce qu'on appelle les ENT, les environnements numériques de travail, ou bien des chaînes éditoriales, les plateformes de e-learning, les LMS. L'objectif visé est bien sûr d'augmenter la qualité de la formation, mais aussi de séduire les étudiants par des formations attractives. Enfin, il ne faut pas oublier l'importance de l'exposition des ressources pédagogiques riches sur les sites institutionnels pour la valorisation de l'image de marque d'un établissement donné. En concomitance, la génération Y, ce qu'on appelle Digital Natives, selon la terminologie de Pensky, sont devenus le principal public des établissements d'enseignement. Alors cette génération a grandi avec le numérique, les consoles de jeux vidéo, Internet et les réseaux sociaux. Elle s'attend donc à trouver dans la formation ou la vie professionnelle des outils aussi attrayants et attractifs que ceux rencontrés dans la vie quotidienne. Il faut donc proposer des ressources qui correspondent à ce mode de vie, c'est-à-dire des ressources accessibles en ligne de n'importe où, à n'importe quel moment. De plus, pour la très grande majorité des adolescents, les réseaux sociaux font partie de leur vie. Les outils de formation doivent prendre en considération cette forme d'apprentissage au travers des réseaux sociaux, aussi appelés social learning. Cette évolution s'est traduite par l'utilisation des plateformes de e-formation. Moodle, par exemple, est aujourd'hui la plus utilisée, mais également d'environnements numériques de travail par la confection et l'utilisation naissante de simulateurs et de jeux sérieux, ce qu'on appelle les serious games, par l'usage pédagogique des réseaux sociaux. Alors voici un panorama des ressources numériques pédagogiques. Les ressources numériques de formation actuellement proposées sont très variées et on peut tenter une esquisse de typologie. On commence d'abord par les ressources de confort. Ces ressources sont plus adaptées au présentiel enrichi qu'à la formation à distance, même si ces ressources sont proposées quelquefois à des apprenants distants. Elles peuvent consister en un enregistrement vidéo d'un cours oral lors d'une séance présentielle. Suivant le cas, on peut y voir et entendre l'enseignant, ce qu'il montre avec un vidéoprojecteur ou ce qu'il écrit sur un tableau. La durée de l'enregistrement pose problème pour la diffusion car le fichier vidéo résultant a un volume important et on doit toujours recourir à un serveur de streaming pour une diffusion raisonnable. La qualité de l'enregistrement joue aussi un rôle non négligeable, bien que les dispositifs d'enregistrement automatique existent aujourd'hui, mais l'appui d'un technicien audiovisuel est souvent nécessaire. Le polycopier également numérisé, proposé en ligne pour être généralement imprimé, il a nécessité généralement une rédaction attentive de la part de l'auteur, notamment dans sa structure logique. Il est actuellement ou usuellement présenté en format PDF téléchargeable, mais peut aussi exister sous forme de page web en HTML pour une lecture à l'écran agréable. Ensuite, les diapositives de présentation utilisées dans le cadre des cours présentiels, qui sont devenus aujourd'hui monnaie courante, présentées de manière brute, sans la sonorisation qui devrait l'accompagner. Alors ces supports sont peu utilisés en formation à distance du fait de leur caractère souvent statique et surtout incomplet. Le commentaire sonore fait au moins partie de 50% du cours. Ensuite, nous avons les ressources d'enseignement. Alors, d'une manière générale, elles remplacent le cours magistral qui est, dans le cas de la distance, adapté à une utilisation par des apprenants isolés. Le contenu, généralement, est découpé en séquences thématiques courtes
et chaque séquence fait l'objet d'une scénarisation pédagogique. On peut dire que son but est essentiellement la transmission de connaissances. Dans cette catégorie, on trouvera deux formes principales. Des montages vidéo spécialement réalisés pour une utilisation en ligne. Une méthode souvent employée consiste à partir d'animations effectuées avec un logiciel de présentation assisté par ordinateur, par exemple PowerPoint ou bien Impress, et enregistrées en vidéo avec un commentaire sonore. On trouvera ce type de ressources généralement dans de nombreux MOOC. Ces outils sont aujourd'hui suffisamment simples d'emploi pour être utilisés directement par les enseignants après une courte formation. Nous avons également des contenus en HTML, également structurés et scénarisés, faisant usage de liens, de navigation et des techniques d'interactivité permettant d'enrichir une présentation de base. Les technologies employées, HTML, CSS, JavaScript, ne sont pas forcément maîtrisées par les enseignants et l'aide d'un technicien multimédia spécialisé du web est encore nécessaire. Toutefois, il existe quelques outils à portée de main des enseignants, comme les chaînes éditoriales, Scénario Opal, chaîne Edit, etc. Bien que s'appuyant sur les technologies multimédia, ces ressources nécessitent surtout de la part des enseignants une recherche pédagogique coûteuse en temps de travail. La structuration et la scénarisation font toute la différence avec les contenus de confort évoqués précédemment. La qualité pédagogique du contenu, primordiale en formation à distance, repose sur la scénarisation du cours et des activités correspondantes, c'est-à-dire sur la définition d'un scénario pédagogique adapté à une part importante de l'auto-formation. Ensuite, ce qu'on appelle les ressources d'apprentissage. Comme leur nom l'indique, comme disait Albert Einstein, la connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Alors le mot compétence n'était pas encore d'actualité à son époque, sinon il est sûr qu'il l'aurait utilisé. Les ressources d'apprentissage donc doivent permettre d'acquérir les savoir-faire et les savoir-être. Elles remplacent d'une certaine façon les travaux dirigés et les travaux pratiques des formations présentielles. Elles doivent impérativement accompagner les ressources d'enseignement dont elles sont les compétences indispensables pour passer de la théorie à la pratique. Nous reviendrons un peu plus loin sur le postulat suivant. Une formation doit être découpée en séquences car on n'apprend pas à distance en continu, mais par morceaux. Ce sont des séquences. Une séquence doit donc comporter une partie enseignement et une partie apprentissage. Cette dernière, bien sûr, mettant en pratique la première. D'autre part, les activités doivent être pertinentes par rapport au référentiel des compétences et de sortie, ce qu'on appelle le Learning Outcomes, attendu. Si le cours partie enseignement suit le programme envisagé pour la formation, les activités partie apprentissage doivent être également en concordance avec le référentiel de compétences permettant l'acquisition de celles-ci. Donc leur auto-évaluation et leur évaluation par l'enseignant. Bien sûr, cette dernière remet d'ailleurs en cause le concept d'examen final. Notons que ces principes ne sont pas réservés à la modalité à distance. Donc il n'y a pas de limite autre que technique pour imaginer des activités. C'est en quelques exemples à moduler suivant les disciplines. Les questions à choix multiples, qu'on appelle les QCM, sont aussi, ou peut-être trop répandues. Ils permettent une auto-évaluation simple de connaissances, mais n'abordent évidemment pas le savoir-faire et les savoir-être. Les séries d'exercices proposées avec solutions commentées sont déjà plus dans l'esprit d'apprentissage. Il est important d'en proposer suffisamment pour couvrir les différents aspects d'un enseignement. Ils peuvent s'enrichir au cours du temps en y ajoutant des nouveaux exercices proposés par l'enseignant, mieux encore une mutualisation des exercices entre enseignants de même discipline devant aboutir à une banque consistante et précieuse d'exercices, plus important que la mutualisation de cours. Je n'oublierai pas non plus les travaux pratiques en ligne. On est dans ce cas tributaire
de la discipline enseignée. Pour certaines disciplines, cela est possible. Pour d'autres, très difficile à mettre en œuvre. Il y a aussi les simulateurs, ce qu'on appelle les jeux sérieux, serious games. Ce sont des composants d'apprentissage jugés performants, mais nécessitant une ingénierie pédagogique et technique très importante. Nous reviendrons plus loin sur cette catégorie de ressources d'apprentissage. En définitive, le choix du type de ressources s'effectuera sur 2 critères principaux. Tout d'abord, le coût technique, mise à contribution de compétences techniques dans le domaine de l'informatique et du multimédia, le coût pédagogique, le temps passé par l'enseignant dans la conception des ressources, principalement dans la scénarisation des contenus de cours ou dans le choix ou les choix pertinents des activités. Alors, ces 2 coûts sont à mettre évidemment en rapport avec la pertinence pédagogique. Rappelons aussi qu'une ressource numérique n'est qu'un composant d'une formation. Elle n'est d'ailleurs pas toujours nécessaire car dans certaines disciplines, sciences humaines notamment, c'est le débat entre les apprenants, avec l'enseignant bien sûr, qui constitue la ressource. Dans la grande majorité des formations à distance, cependant, la ressource est un ingrédient majeur qui doit s'intégrer dans le processus formatif. Elle doit obéir en ce sens à une série de caractéristiques qui contribuent à sa qualité. Alors, tout d'abord, la ressource doit être datée car pour certaines disciplines, technologiques notamment, les ressources se périment vite. Elle doit clairement mentionner l'origine, l'auteur et le mail de l'auteur, sa place dans la formation, etc. Elle doit également être complète si elle correspond à une séquence partie enseignement et partie apprentissage. Elle peut comporter une version téléchargeable et imprimable pour des textes longs qui sont plus ou moins ou plus souvent agréables à lire sur papier. Elle doit comporter le logo institutionnel de l'établissement dispensant la formation. Elle doit également comporter une bibliographie, voire même une webographie. Enfin, il n'est pas toujours nécessaire de développer en interne une ressource si elle existe déjà en mode libre et si elle correspond bien à son intégration dans une formation. Il ne faut pas réinventer la roue, quoi qu'il en soit, il est toujours utile de mentionner des ressources équivalentes ou proches, notamment en référence aux bibliothèques numériques. Il y a beaucoup de bibliothèques numériques et on peut y trouver chaussures à son pied. La première démarche est d'aller y faire une visite. La démarche de production d'une ressource numérique. Alors la production d'une ressource numérique pédagogique peut se concevoir en mode projet, en suivant un processus éditorial que l'on peut définir comme suit. Tout d'abord, la définition des contenus de la ressource. 2 approches complémentaires sont à envisager. Le contenu doit refléter le programme de formation officiel à l'unité d'enseignement. Le contenu doit refléter le référentiel de compétences de sorte qu'il devrait donc comporter des activités permettant d'acquérir les compétences requises. Ensuite, la structuration, cette étape consiste en un découpage en unités de travail ou séquences pour l'apprenant. Donc on peut parler de séance, on peut également parler de session. Bien entendu, il convient de respecter une progression logique de la formation dans l'enchaînement des séquences et il faut constamment garder en tête que la séquence, si elle est basée sur un travail uniquement en ligne, doit correspondre à un temps d'utilisation raisonnable. Ensuite, la scénarisation, c'est l'étape clé du processus. La plus longue pour l'enseignant et aussi la plus difficile. Pour chaque séquence, il s'agit d'imaginer un scénario pédagogique qui devrait globalement comporter l'exposé ou l'énoncé d'un concept, d'une notion, le thème de la séquence, l'illustration du contenu de la notion, un test rapide pour vérifier si la connaissance est acquise. Alors, il ne faut pas oublier non plus que ce qui apparaît évident pour l'enseignant ne l'est pas forcément pour l'apprenant. C'est aussi l'étape de la rédaction, ce qui peut prendre du temps. L'essentiel du coût pédagogique est là. L'enseignant n'est plus ici l'acteur déclamant en quelque sorte son rôle, il doit au contraire se comporter en metteur en scène.
Ensuite, la réalisation technique. Alors, pour des contenus simples, l'enseignant pourra réaliser techniquement la ressource en utilisant des outils bureautiques usuels, traitement de texte, tableur, présentation assistée, etc. Pour une préfiguration, puis passer à des outils plus adaptés, enregistrement vidéo des écrans, des webcams, outils de dessin, outils intégrateurs comme les chaînes éditoriales, etc. Alors, si la réalisation technique est plus complexe, il faut faire appel à des professionnels du multimédia pour la confection des pages web dynamiques, traitement d'images, dessin complexe, traitement des sons, etc. Ensuite, l'étape de l'évaluation. Il s'agit d'une évaluation quasi institutionnelle permettant une validation de la ressource. Les critères d'évaluation sont en général au nombre de 6. D'abord la qualité scientifique, ensuite qualité pédagogique, qualité ergonomique, qualité esthétique et conformité au programme de la formation, conformité au dispositif de diffusion et pérennité technique de mise à jour. Alors, suivant les circonstances, l'évaluation 1 est généralement pratiquée par une instance ad hoc, sorte de comité éditorial. Certains établissements, bien sûr, proposent une démarche de labellisation des ressources numériques. Ensuite, l'étape de la mise en service, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'imprimature. Étant obtenue, la ressource est mise en service auprès des apprenants concernés. Vient ensuite l'évaluation 2. Il s'agit là maintenant d'une évaluation par les utilisateurs eux-mêmes. Il faudra donc proposer en parallèle à la ressource un forum de discussion pour recueillir les avis des apprenants ou procéder par un questionnaire en ligne. Bien sûr, l'avis des apprenants est important et permet souvent d'améliorer la ressource qui, par nature, est toujours perfectible. Ensuite, les améliorations. Suivant les retours des utilisateurs, des améliorations sont certainement à apporter à la ressource. Selon ces retours, on pourra par exemple retourner aux étapes de réalisation technique, de scénarisation, ou même parfois aux étapes de structuration et de définition de contenu. Dans tout ce processus éditorial, une situation idéale serait caractérisée de la manière suivante. Alors, un projet d'équipe pédagogique où un groupe de 2-3 enseignants travaillent ensemble à la confection de la ressource. En général, le résultat est meilleur que celui d'un seul auteur. Ensuite, un projet reconnu, donc officiel par une académie, une université, une école, au sein d'une unité de recherche ou de formation. C'est un exemple. Il faut aussi un meneur de jeu également reconnu, jouant le rôle de chef de projet, et une conduite de projet contrôlée, notamment sur la planification. Alors, pour terminer, j'avais évoqué tout à l'heure ce qu'on appelle les jeux sérieux et les simulateurs, donc serious games, peuvent se définir comme des applications informatiques dont l'objet est de combiner à la fois des aspects sérieux tels l'enseignement, l'apprentissage, la communication ou encore l'information, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo qu'on appelle game. Quelle est la différence entre les jeux sérieux et la ludification? Les jeux sérieux, qui sont des jeux faits pour apprendre, sont utilisés depuis des millénaires. Ils servent à développer les compétences et les connaissances des joueurs. Tandis que la ludification, c'est déconstruire les jeux, les analyser et trouver pourquoi ils sont intéressants et motivants. Est-ce en raison de la compétition? Est-ce imputable à l'interaction humaine? Est-ce dû à la fiction? Une fois ces éléments trouvés, on les transpose dans un contexte, soit celui de l'apprentissage. Cependant, les deux recherchent la même chose, c'est-à-dire résoudre un problème, motiver les apprenants et promouvoir l'apprentissage avec des techniques de jeu. À noter que la tendance de nos jours est clairement au numérique, si bien que les termes de jeux sérieux semblent strictement référés aux jeux numériques. Alors, pour résumer rapidement, la simulation, les notions de simulateur et de simulation sont extrêmement variables suivant les disciplines concernées ou l'usage attendu. Alors, un simulateur informatique peut être défini comme un programme logiciel offrant la représentation d'un modèle et permettant, à travers son exécution et les interactivités proposées, la simulation de son comportement et de son évolution. Alors, ce type de simulateur s'adresse plutôt à un public d'experts et pourrait être utilisé dans un contexte d'enseignement à distance. Apport de ces nouvelles ressources, il y en a beaucoup. Alors, les modalités d'usage des Serious Games par les élèves permettent d'éclairer
le processus d'apprentissage mis en œuvre et les obstacles didactiques rencontrés. Les résultats montrent en quoi les Serious Games prend en compte les différents éléments clés d'un enseignement ou d'une formation et comment il permet de développer les compétences spécifiques identifiées comme essentielles. Développer un outil numérique pour transmettre un savoir-faire pratique, une approche qui permet d'améliorer la qualité de la formation. Mais la conception de cet outil doit prendre en compte des paramètres de jouabilité et d'adéquation aux habitudes des jeunes d'aujourd'hui en formation. Merci pour votre attention.